m'avoir sollicité pour être avec vous dans cette réunion. Donc, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Hamdou Shreda, responsable marketing et vente des laboratoires TEA. Voilà. Donc, rapidement, je vais vous proposer deux produits. Je ne vais pas parler de nouveautés parce que c'est des produits qui existent au Maroc depuis plusieurs mois. Donc, la plupart d'entre vous connaissent et prescrivent. Alors, donc, je commence par le Théalose. Alors, le Théalose, c'est une association assez originale qui est composée de l'acide hyaluronique et du tréhalose. En fait, la particularité du théalose, c'est justement le tréhalose. Alors, le tréhalose, il est originaire d'une plante qui s'appelle la rose de Jéricho, qui est une plante qui est très spéciale, qui s'appelle la plante de la résurrection. En fait, c'est une plante qui est capable de passer donc plusieurs mois, voire plusieurs années sans eau, et puis une fois hydratée, elle revient à la vie. Voilà. Et donc, cette rose de Jéricho donc, existe dans l'Amazone, dans le Mexique, et justement, donc, le tréhalose est issu de cette molécule. Et au fait, elle a une particularité qui s'appelle l'anhydrobiose, qui est au fait le retour à la vie active dès que l'humidité revient. En fait, on a la plante qu'on a fait la démonstration donc, au congrès de la SMO, et on aura peut-être l'occasion de distribuer quelques plantes au niveau des cabinets privés, au niveau de la clinique, pour faire le test. En fait, c'est assez miraculeux. Donc, la plante, elle meurt. Une fois réhydratée, elle devient verte. Voilà. Et justement, donc, cette particularité donc, permet au tréhalose d'avoir donc, le titre de bioprotecteur naturel. Alors, pourquoi? Oui. Donc, en fait, le tréhalose, il a 5 particularités. D'abord, l'osmorégulation. Ensuite, il stabilise les lipides membranaires, protège les protéines. Il y a une hyperosmolarité. Donc là, il y a une hyperosmolarité, donc il y a une fuite d'eau. Donc là, c'est une cellule donc, où il n'y a pas le tréhalose, et là, avec le tréhalose. En fait, le tréhalose permet d'équilibrer les pressions osmotiques, et donc de part et d'autre de la membrane cellulaire, et limite ainsi les mouvements d'eau. Donc même en cas de sécheresse, en cas de déshydratation, donc l'eau est maintenue au niveau de la cellule. Et c'est ça grâce au tréhalose. Également, la particularité de stabiliser les lipides membranaires. Donc, on a ici une membrane hydratée. Donc, on va faire un séchage sans tréhalose et puis on réhydrate. Donc, on a une membrane qui est dénaturée et déstructurée. Par contre, avec le tréhalose, donc on sèche, mais quand on réhydrate, la membrane revient normale. Donc, il y a préservation donc, de la bicouche phospholipidique au niveau des membranes. Il y a également la protection des protéines, c'est le même scénario. Donc la protéine elle est dénaturée quand il y a dessiccation, mais grâce au tréhalose, donc la protéine reste intacte. Alors en fait, et également il y a l'autophagie qui est une dégradation physiologique naturelle et qui est indispensable à la survie cellulaire. En cas de dessiccation, ce processus est déclenché naturellement, mais le tréhalose donc accélère ce processus. Et donc tout ce système-là, donc la protection des protéines, la stabilisation des lipides membranaires et l'autophagie permet de diminuer l'apoptose. C'est ça l'importance. Donc avec le tréhalose, il y a une diminution significative de l'apoptose, ce qui est très important au niveau donc, du syndrome de l'œil sec, qu'on voit ici. En fait, le théalose agit au niveau des quatre niveaux. Ici, donc, il y a l'acide hyaluronique qui va hydrater. Et puis ici, en cas d'hyperosmolarité, donc le tréhalose, donc il agit comme on a vu, donc en maintenant donc l'eau au niveau des cellules. Donc grâce au flacon à bac du théalose, donc il y a son conservateur, donc on diminue également l'apoptose. Et tout ceci donc entraîne une diminution de l'apoptose. Ce qui fait également, donc on maîtrise également l'inflammation due à la sécheresse. En fait, le seul produit au niveau donc au niveau du marché, qui agit au niveau du 4 niveaux de syndrome de l'œil sec, c'est le théalose. Et ceci, c'est la nouveauté de laboratoire TA, donc de quelques mois. Alors, au niveau clinique, donc les données cliniques, donc on a comparé dans une étude, donc le théalose, c'est-à-dire le tréhalose avec l'acide hyaluronique, en comparaison avec l'acide hyaluronique seul. En fait, c'est l'objectif de cette étude, c'est d'étudier donc l'épaisseur du film lacrymal chez des patients donc avec une sécheresse oculaire. Donc la méthodologie, on a pris 60 patients
Donc on a calculé donc l'épaisseur de film lacrymal donc après 10, 20, 40, 60, 120 et 240 minutes. En fait, le résultat donc là qui est apparent, donc là on a l'acide, là c'est l'acide donc chlorhydrique de sodium, donc là on a l'acide hyaluronique seul, donc après 40 minutes il y a diminution de l'épaisseur. Avec le T-allose l'association, donc c'est après 240 minutes. Donc en fait, donc le résultat c'est l'augmentation significative de l'épaisseur du film lacrymal T-allose par rapport à l'acide hyaluronique seul. Et donc 240 minutes avec le T-allose versus 40 minutes avec l'acide hyaluronique seul. Ce qui permet donc d'élargir donc la durée donc, de l'hydratation au niveau de l'essai. Voilà, donc la conclusion, la combinaison T-allose acide hyaluronique a une rémanence significativement supérieure par rapport à l'acide hyaluronique seul. En plus de tout ça, donc on a la tolérance avec le T-allose, puisqu'il est sans conservateur grâce au flacon AVAC, et également sans phosphate. Donc les traitements sans phosphate sont recommandés pour la sécurité de surface oculaire. Donc en conclusion, donc T-allose, une nouvelle référence pour les patients atteints de sécheresse oculaire. Donc une goutte pour chaque œil 4 à 6 fois par jour, flacon AVAC sans conservateur, et 3 mois de conservation après ouverture. Donc c'est la nouveauté également du flacon AVAC. Voilà. Alors rapidement, je vous propose également un deuxième produit, donc le dexafré. En fait, c'est la dexaméthasone seule en collyre. Alors la dexaméthasone est prescrite dans la majorité des cas en association fixe avec un antibiotique. C'est ce qu'il y a dans le marché. Il y a plusieurs. Donc le marché est inondé par les associations dexaméthasone antibiotiques et ce qui est prescrit largement. En fait, il y a une incompatibilité entre la dexaméthasone et l'antibiotique parce que la durée du traitement est parfois incompatible. Avec l'antibiotique, on a besoin d'une semaine. Avec les corticoïdes, on a besoin parfois de 14 jours, parfois jusqu'à 2 semaines. Les posologies sont également incompatibles. Pour les corticoïdes, on a parfois besoin de 10 gouttes par jour. Et pour les antibiotiques, on a besoin que de 4 gouttes par jour. Donc en fait, les indications où l'antibiotique n'est pas nécessaire, donc les allergies, les UVI. En fait, là TA propose donc le dexafré sans conservateur pour justement donc, offrir la possibilité de prescrire la dexaméthasone seule, ce qui vous donne la possibilité donc, au prescripteur de choisir l'antibiotique adapté, parce qu'il y a beaucoup d'antibiotiques qui ne figurent pas dans les associations, notamment la ciprofloxacine, la norfloxacine, et j'en passe, l'azithromycine aussi, donc n'existe pas en association. Donc là, vous pouvez prescrire l'antibiotique que vous voulez avec la posologie que vous voulez, avec dexafré. Donc vous pouvez choisir l'antibiotique. Vous pouvez réduire progressivement la posologie du corticoïde. Vous pouvez également prescrire l'association fixe au début du traitement et puis donc prescrire dexafré en relais quand l'antibiotique n'est plus nécessaire. Donc dans quelle indication justement prescrire dexafré? Donc dans les UVI dentaires suite à une chirurgie de la cataracte, dans les cas de conjonctivite allergique sévère ne répondant pas à un traitement standard, dans les chalazions, les orgelets, les sclérites, épisclérites, les kératites herpétiques stromales après une greffe de cornée. Voilà, et dexafré, c'est une forme galénique appropriée en unidose, sans conservateur, donc respecte la surface oculaire, respecte le film lacrymal, et en unidose permet une bonne observance du traitement. Voilà, donc là, la posologie, en fait, ça dépend des cas, ça dépend des indications, c'est une goutte 4 à 6 fois par jour, dans les cas sévères, une goutte toutes les heures. Voilà, la durée du traitement varie généralement de quelques jours à 14 jours au maximum, mais parfois on peut dépasser selon votre expérience clinique. Voilà. Donc dexafré en conclusion, c'est la molécule corticostéroïde de référence, la dexaméthasone, en solution 30 unidoses avec un prix très accessible, 77 dirhams pour 30 unidoses. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Alors, il n'est pas rebouché. Non, en fait, il n'est pas rebouchable, mais on peut le reboucher. En fait, on a eu l'autorisation de dire que le produit il est efficace. L'efficacité est assurée pendant la journée. Mais, bien sûr, en respectant l'hygiène. Donc, voilà. Donc, l'efficacité, elle est assurée. Voilà. D'autres questions? Bon. Voilà.
Donc, toujours dans le cadre de la surface, on va parler d'un sujet un peu différent et qui sont les dysplasies, les pathologies dysplasiques tumorales en fait de la conjonctive uvulaire. Et vu que c'est une pathologie qui, dans un certain moment, les deux pathologies les plus fréquentes en fait qui se voient, c'est le ptérygium et les carcinomes. Donc c'est les deux dysplasies les plus rencontrées en pratique quotidienne en ophtalmologie. Et donc je vais refaire un topo que j'avais déjà fait sur ces deux pathologies dysplasiques de la conjonctive uvulaire. Donc en fait, ces deux pathologies sont superposées. Donc le ptérygium, c'est une lésion qui est bénigne et qui est assez fréquente. Donc tout le monde en voit tous les jours dans consultation quotidienne. Et le carcinome est une pathologie qui est maligne, heureusement rare, et qui est peu fréquente. Et donc en pratique quotidienne, il est rare qu'un ophtalmo voit un carcinome de la conjonctive. Donc en général, dans une pratique, il a l'occasion de voir 4 ou 5 carcinomes de la conjonctive. Et donc, de ce fait, cette rareté est en même temps une cause parfois de méconnaissance ou de passer à côté de cette pathologie qui est assez sérieuse et dont le pronostic dépend de la précocité de la prise en charge. Donc, en fait, j'avais intitulé mon exposé sous forme de questions. Donc, on va progressivement voir 4 questions. D'abord, la première, est-ce qu'on peut confondre ces deux pathologies? La deuxième question, pourquoi il ne faut pas les confondre, bien sûr. Et la troisième, comment faire pour ne pas les confondre? Et puis, en dernier, on va voir, dans certaines situations, on n'arrive pas à trancher, le doute persiste, et donc, comment faire pour, devant de telles situations. Donc, la première question, est-ce qu'on peut les confondre? Oui, on peut les confondre. Parce que, comme j'ai dit, le carcinome il est peu fréquent et donc il est peu connu en pratique quotidienne. Le carcinome peut se développer sur un ptérygium, ce qui n'aide pas. Donc, parfois, on peut avoir un ptérygium et qui peut, on va voir tout à l'heure quelques photos, qui peut dégénérer et se transformer en un carcinome. Et puis, en dernier, ce qui aide encore moins, c'est que parfois, on reçoit des malades qui ont été traités pour ptérygium et qui présentent des récidives. Et donc, c'est après cette première récidive que le médecin peut se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un ptérygium, mais d'une tumeur, d'un carcinome de la conjonctive. Alors, tout simplement parce que l'examen anatomopathologique n'est pas systématiquement fait dans la pratique quotidienne après la chirurgie d'un ptérygium. Donc, on peut les confondre. Alors, pourquoi il ne faut pas les confondre? Il ne faut pas les confondre pour 3 raisons. D'abord sur le plan thérapeutique, sur le plan évolution et surveillance, et aussi sur le plan pronostic, ces pathologies sont très différentes. Alors sur le plan thérapeutique, le traitement est le même pour les deux, c'est la chirurgie, mais la chirurgie des carcinomes de la conjonctive a des particularités qui répondent au principe de la chirurgie carcinologique en général. Donc l'anesthésie tout d'abord doit être faite loin du lit tumoral, sinon on risque d'ensemencer des cellules tumorales au fond de l'orbite si on passe dans la tumeur. Donc il faut faire soit sous anesthésie générale, soit sous anesthésie locale, mais l'anesthésie doit être loin du site de la tumeur. Toujours avoir des marges de sécurité, au moins 2 mm. Et à la fin, il faut toujours essayer de cauteriser les vaisseaux du lit tumoral. Nous allons voir une photo tout à l'heure. Et ne jamais faire une greffe. Et c'est la grande différence avec le ptérygium. Actuellement, la chirurgie du ptérygium est accompagnée systématiquement d'une greffe conjonctivale. C'est la technique la plus répandue. Et donc, si on a le moindre doute, il ne faut pas faire de greffe. Tout simplement, il ne faut jamais couvrir un lit tumoral par une conjonctive saine. Parce que tout simplement, le traitement complémentaire ne va pas être efficace. Là, vous avez 2 photos de 2 patients. Un ptérygium, le premier, un ptérygium, on voit un petit peu l'aspect après résection du ptérygium.
Et là, un carcinome de la conjonctive qui est développé au dépend d'un ptérygion. On voit qu'il y a un petit ptérygion ici et ça a pris naissance au niveau de la partie supérieure. Et vous voyez un petit peu l'aspect post-opératoire. Donc, après cauterisation du lithium oral, il faut laisser à nu jusqu'à avoir confirmé la preuve histologique de la lésion. Et bien sûr, c'est un lit qui est préparé pour un traitement complémentaire. Nous allons voir tout à l'heure quels sont les différents traitements complémentaires qui existent. Alors, la chirurgie dans ce type de tumeur, elle est associée à un taux élevé de récidive, donc qui peut atteindre 50%. Et donc là, obligatoirement, dans ce type de tumeur, il faut compléter par un traitement complémentaire. Alors l'idéal, c'est une radiothérapie par curithérapie ou par radiothérapie externe de contact. Sinon, il faut associer des cytotoxiques en local, en collyre, et le principal et le plus utilisé est la mitomycine. Différents protocoles sont décrits, nous n'allons pas entrer dans les détails. Alors il ne faut pas aussi les confondre parce que l'évolution, elle est très différente. Donc là, chez cette patiente, un carcinome in situ de la conjonctive, diffus, chez une patiente de 70 ans qui avait refusé toutes sortes de traitements. 3 ans après, la même patiente, on voit un petit peu comment ça devient. Donc là, une tumeur qui a pris beaucoup de volume, nécessitant un traitement chirurgical plus agressif, et donc ça évolue parfois rapidement. Là aussi, un des premiers malades que j'avais suivi, donc un patient qui avait une glycémie, qui avait fait un carcinome de la conjonctive limbique. Donc là, je l'ai opéré, exérèse chirurgical. Dans le temps, c'était en 2002, je crois. La mitomycine n'était pas assez disponible, donc on a 30 jours après le temps d'avoir la mitomycine. Vous voyez comment il a déjà commencé à présenter une récidive au niveau de la marche postérieure. Donc, là aussi, un autre malade qui a présenté un carcinome de la conjonctive, un patient in situ, qui a présenté plusieurs récidives, que j'avais traité plusieurs reprises par de la mitomycine et qu'on a stabilisé. Et 8 ans après, il fait une récidive 8 ans après. C'est un cas particulier. Donc une récidive limbique 8 ans après stabilisation de la tumeur initiale. Donc ceci dit, ce type de pathologie nécessite une surveillance prolongée, ce qui le diffère du ptérygium. Donc la différence est sur le plan thérapeutique, surveillance et bien sûr pronostic. Le pronostic n'est pas le même. Alors, pour ne pas les confondre, j'avais fait résumer ça sous forme d'un petit tableau récapitulatif. Donc il y a 5 critères qu'il faut connaître pour essayer de différencier ces deux pathologies. Nous allons voir un par un. Le siège. Donc le ptérygion, souvent il est nasal, rarement temporal. Le carcinome, il est limbique en général, mais il peut se développer à n'importe quel cadran horaire. Donc on peut avoir des carcinomes supérieurs, inférieurs, temporal et nasal aussi. Donc là, une localisation supérieure, là, une localisation nasale. Alors l'épaisseur. L'épaisseur, elle est différente. Le ptérygion n'est pas épais. Donc on arrive à voir l'aspect translucide, on arrive à voir ce qui se passe derrière. Parfois il y a un cordon, surtout en cas de récidive. Le carcinome, il est souvent épais. Donc il y a de l'épaisseur. En général, au-delà de 1 mm. Troisième critère, la vascularisation. Le ptérygion et le carcinome sont tous les deux vascularisés, mais la vascularisation n'est pas la même. Quand on a un ptérygion, la vascularisation il est horizontale. Donc c'est des vaisseaux qui s'orientent très progressivement en avançant vers la cornée, mais qui restent toujours horizontales. En cas de carcinome, les vaisseaux sont dilatés, horizontales, mais toujours on a des vaisseaux typiques du carcinome, perpendiculaires. Donc c'est un aspect lobulé avec des vaisseaux perpendiculaires, un aspect moucheté. Et donc ça c'est typique du carcinome. Et donc soit toute la tumeur elle est parsemée de vaisseaux, soit parfois on a de la kératose. Par exemple ici on a
des tumeurs, des vaisseaux qui sont dilatés, de la kératose, mais si on fait attention au niveau de cette partie-là, on voit qu'il y a des vaisseaux perpendiculaires bouchetés, et ça signe le diagnostic d'un carcinome. Donc à chaque fois que vous voyez ce type de vascularisation, même quelques vaisseaux, il faut suspecter une transformation, il faut suspecter un carcinome invasif ou un carcinome in situ. Donc là, quelques cas. Donc là, le patient qu'on a vu tout à l'heure, là vous voyez le ptérygium et vous voyez l'aspect de la vascularisation. Mais parfois c'est au stade des débuts. Alors je ne sais pas si vous voyez bien la photo ici. Bon, il y a une petite plaque de kératose et au sein de cette plaque, il y a quelques vaisseaux, il y a des petits points, des petits vaisseaux punctiformes. Et donc ça, quand vous voyez ça, il n'y a plus de doute, c'est une lésion en cours de transformation. Alors là aussi, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits vaisseaux punctiformes, des petits lobules, et donc ça, c'est typique du carcinome in situ. L'évolution, donc là, toujours, déjà à l'interrogatoire, vous avez une idée, donc vous demandez au patient depuis quand il a cette lésion, donc chaque fois qu'il vous dit que c'est récent, que c'est quelques mois et que ça augmente progressivement, ça doit attirer l'attention aussi. D'accord? Donc le ptérygium, c'est une tumeur qui évolue très lentement. Vous voyez, un petit peu, il faut des années pour passer de ce ptérygium à celui-là. Et par contre, dans le carcinome, c'est une tumeur qui évolue rapidement, donc il augmente de volume progressivement de jour en jour. Le dernier critère, c'est l'envahissement en surface et en profondeur. Donc le ptérygium, il évolue surtout en surface et en profondeur, donc il est adhérent en général. Il adhère surtout du côté cornéen. Donc, ceci explique la difficulté à parfois disséquer un ptérygium. Donc, il est très adhérent à l'épithélium et au stroma en général. Mais par contre, le carcinome, il reste en surface. Et donc, ça doit être un critère diagnostique important. Soit vous le remarquez, qu'il n'y a pas de réaction cornéenne au niveau de la limite. Vous voyez que la réaction est saine. Soit en péropératoire, chaque fois que vous avez un décollement rapide, que ça se décolle facilement, là, il faut arrêter, il ne faut pas faire de greffe, vous devez un petit peu redresser votre diagnostic. Alors, je montre toujours ce cas historique, anecdotique. Donc, une patiente qui avait un carcinome de la conjonctive qui occupait toute la fente palpébrale. Donc, c'est une patiente qu'on allait exentérer, en fait. Et en péropératoire, on voit qu'il y avait une seule attache limbique et que toute cette partie-là couvrait toute la fente palpébrale, mais sans adhérence, sans extension en profondeur. C'était facile à décoller. Et donc cette patiente avait, après un traitement complémentaire par mitomycine, est passée de l'exentération à un globe intact avec une acuité visuelle à 10 dixièmes. Donc pour vous résumer un petit peu les 5 critères, donc le siège, l'épaisseur, la vascularisation, l'évolution et l'envahissement en profondeur et en surface. Et donc ces 5 critères permettent en général de différencier entre ces deux pathologies assez différentes. Alors le problème parfois n'est pas aussi simple que ça, et donc parfois on est devant des situations un petit peu pas faciles à... Donc par exemple, si on voit ce patient-là, ou celui-là, on a une tumeur qui est assez grande. Là, il y a une petite tumeur qui naît à partir de cet envahissement conjonctival. Et là déjà, l'interrogatoire parfois vous permet un petit peu de vous orienter. Donc là, c'était un enfant qui a été opéré d'un strabisme. On refait l'interrogatoire il y a 4 mois. Et donc, premier diagnostic à qui on doit penser, un bourgeon Charles. C'est un bourgeon inflammatoire. Probablement, c'était sur des fils de nitrile qui tardaient à se résorber. Là, c'était une brûlure chimique, donc déjà ça. Et là, c'est aussi un bourgeon inflammatoire qu'on peut voir après des brûlures chimiques. Donc déjà, l'interrogatoire vous permet un petit peu d'éliminer certains cas. Alors parfois les choses, là il y a 3 malades, par exemple j'ai mis 3 exemplaires, là une petite plaque de kératose au niveau du nerf. Déjà à ce stade-là ça doit attirer l'attention. Donc la kératose aussi c'est un facteur prédisposant, c'est un début de dysplasie.
déjà, quand vous voyez de la kératose, vous devez déjà y penser. Sinon, ça va évoluer vers ça. La kératose va s'aggraver, va s'épaissir et va se transformer en carcinome in situ. Et sinon, après, ça va devenir un carcinome invasif. Donc, plaque de kératose. Donc, c'est l'évolution naturelle d'une petite dysplasie, comment il peut évoluer. Et dans ces cas-là, bien sûr, chaque fois que vous avez le doute, c'est l'exérèse et l'examen anatomopathologique. Bon, là, c'était un carcinome in situ, je crois. Et là, c'était un angiome. Vous voyez un petit peu, parfois, les choses peuvent se ressembler. Donc, parfois, ce n'est pas évident. Bon, là, c'est déjà la réaction inflammatoire, les vaisseaux, la dilatation vasculaire. L'interrogatoire vous permet aussi de, si vous avez demandé à ce patient, la tumeur datait de quelques mois, donc déjà, ça peut vous rassurer. Quand c'est récent, c'est quelques semaines, c'est plus vers quelque chose d'évolutif et de mal. Alors, parfois aussi, vous pouvez avoir des petites... c'est des micro-bourgeons charnus en quelque sorte, des petites tuméfactions dans un contexte inflammatoire, de l'inflammation autour, parfois des petites hémorragies. Et là aussi, on peut avoir des petits bourgeons charnus de petite taille qui peuvent prêter confusion avec un début de carcinome. Et donc, toujours quand vous avez ces cas-là, quand il y a de l'inflammation autour, vous pouvez un petit peu commencer un traitement anti-inflammatoire, des corticoïdes locales, en inhibidose bien sûr. On inhibidose. Et donc, mais il ne faut pas perdre le patient, il faut lui expliquer que même s'il y a une amélioration, il faut qu'il revienne vous voir, parce que parfois l'amélioration de la composante inflammatoire peut rassurer à tort le patient. Donc il ne faut pas le perdre, il faut le suivre, voir un petit peu comment ça va se passer. Donc par exemple là, un enfant qui avait été opéré pour un névus, la tranche, et donc 15 jours après, vous voyez qu'il a une formation assez grande, donc ça fait peur en général. Elle est acrone. 3 semaines après une corticothérapie locale, tout s'arrange. D'accord ? Donc le bourgeon charnu aussi peut prêter confusion avec ce type de pathologie. Et là, les anti-inflammatoires sont très efficaces durant les premiers jours. Vous voyez que ça commence à s'arranger. Troisième élément, chaque fois qu'il y a un doute, bien sûr, il y a maintenant là, tout le monde peut prendre des photos sur sa lampe à fond. Et la télémédecine commence à prendre beaucoup de place. Merci de passage à Yassir. Donc vous postez vos photos et vous aurez quelques avis sur le champ. Et donc ça peut aussi aider pour prendre la décision. Donc en résumé, on peut résumer les choses sur ce tableau. Donc chaque fois que vous avez une suspicion d'un carcinome in situ, sur les données de l'interrogatoire, très important, et le siège et l'aspect de la lésion, chirurgie carcinologique avec tous les éléments qu'on a dit tout à l'heure, pas de greffe, jamais de greffe, attendre un appât, et toujours il y a un traitement adjuvant qui permet d'assurer de stériliser la conjonctive. Et toujours une surveillance prolongée, comme j'ai montré tout à l'heure, vous pouvez être surpris de quelques récidives très tardives. Quand la clinique est rassurante, en faveur d'un ptérygion, cure de ptérygion et bien sûr un appât, ça doit être systématique. Quand il y a un doute sur le diagnostic, photographie, deuxième avis, biopsie à appât et traitement, surveillance prolongée si ça rejoint le lot de tumeurs conjonctives. Voilà, donc je vous remercie. Vous posez des questions ou s'il y a des questions? Il y a des questions là. Très Mohamed. Biopsie exérèse. Bien sûr. Est-ce qu'il y a
une place pour l'imagerie longio-OCT de segment antérieur? Il ne sera pas assez efficace que le coup d'œil. Parce qu'il y a toute une. Dans l'arsenal des machines qui vont. D'ailleurs, il y a un symposium à la Samuel sur ça, sur longio-OCT du segment antérieur. Donc je me dis, quand on voit des images comme ça, c'est sûr que là, on va est-ce qu'il y a des nouveaux vaisseaux? Parce qu'on n'est pas habitué à parler de longiographie de la conjonctive. Oui. De toute façon, l'OCT, il commence à prendre de la place en pathologie tumorale extraoculaire. Et l'autre fois, la dernière présentation que nous avons eue sur l'angio-OCT la dernière non, à l'OPR, il avait présenté pas mal de cas sur la pathologie tumorale. Mais en fait, ils sont en train de définir, le problème de l'angio-OCT, c'est récent, ils sont en train de définir la sémiologie de l'angio-OCT. De toute façon, à la Samuel, vous aurez deux cours magnifiques. Un sur la topo, ça fait par Yassir, et un sur l'OCT segmenté par Adil Ftouhi. Donc, je profite pour. C'est lui qui avait présenté. C'est lui qui va parler de cette nouveauté. Il fait un travail extraordinaire. Ouais. Justement, il est en train de définir la sémiologie de l'angio-OCT en général. Parce que c'est vrai que l'imagerie, par exemple, là, Yassir va confirmer ce que. Quand on voit des petits légions envahissants et on voit l'astigmatisme, il y a deux types d'astigmatisme. Qui va confirmer ça, c'était le cours qu'on avait fait à l'ECRS. Soit que vous avez un astigmatisme à axe horizontal plat. Ça veut dire que c'est l'excès de la conjonctive que le topographe prend à tort pour un méridien plat. D'ailleurs, vous avez des kératométries bizarres de 33. Je ne suis pas sûr qu'il n'est pas opéré. Ça ne se voit jamais que sur un kératocone. Généralement, c'est bénin, c'est superficiel. Et quand vous faites la topographie sur un envahissement tumoral ou un télégion récidivant, vous avez l'inverse. Vous avez un axe horizontal serré. Ça témoigne de l'infiltration de la cornée. Donc déjà, j'attire votre attention sur cette image-là. Sur un axe horizontal plat, généralement c'est gentil, c'est bénin, c'est superficiel. Et quand il est infiltrant sur la cornée, ça donne l'astigmatisme dans l'autre sens. Voilà, c'est un élément. Je pense que l'imagerie va apporter un... Oui, il y a un élément important, c'est ce que c'est de ne jamais oublier de faire l'analyse d'un impact de tout ce qu'on retire dans l'œil de l'organe. On m'accuse à tort. Je suis le seul, avec toute modestie, je suis le seul, je pense, survivant. Je fais la napate à tous mes petits légions. Oui, parce qu'on a des surprises, des problèmes. Alors il y a deux, donc sur 28 ans peut-être de carrière, il y en a deux tumeurs. Est-ce qu'il faut s'arrêter? Parce que moi, enfin, je pose la question, est-ce que c'est une perte d'argent pour les malades ou le petit légion, on le voit, il est bénin? Moi, je le fais par acquis de conscience, par les assurances, les mutuelles et tout ça, il faut faire une pièce d'exercice. C'est pas essayer ce que tu le fais. Moi, je ne jette pas un tissu humain. Non, personne je le vois dans la plate. Personne ne le fait. Moi, je l'ai fait une fois sur un malade suspect et c'était un carcinome. Et la question qui se pose, est-ce qu'il faut le faire? C'est le plan éthique, moi je le fais. Ça doit être systématique. Toutes les légions, toutes les légions cette là tous les qu'elle la pâte. Pas tous, mais quand il y a c'est ça le truc. C'est très rapide. Moi, c'est moi qui les fais toujours. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude de voir, on est sûr que c'est pas carcinologique, peut se permettre. Est-ce que les deux cas que vous avez trouvés comme tumeurs étaient des ptérygions d'aspect cliniquement normal? Ou là, ils avaient une particularité? Je suis jamais sincèrement. Moi, là, comme je coupe, là, quand j'ai vraiment suspect, je ne greffe pas. Alors, je m'arrête. Généralement, je demande la médecine. Mais généralement, moi, je fais par décividique collègue. C'est comme faire une IVT sans avoir une image de la macula. Peut-être quand on va en vouloir. Qui aide le DEL. Moi, je le fais par comme ça. Entre parenthèses, les ORL, quand ils font, parce que mon père il est ORL, quand ils font des amygdalectomies, qui normalement sont une pathologie bénigne, alors pour les mutuelles, il faut avoir une pièce en impact pour qu'ils soient remboursés. Donc pour toutes les amygdalectomies mutualistes, assurances, etc., ils demandent une en impact. Donc moi aussi, je me suis posé la question une fois pourquoi on ne fait pas. Mais la mutuelle, il la demanderait pour être sûr que a été opéré. S'en fiche du patient. les exposés au soleil, dans les patients
tout à fait justifié. Et tu Si vois tout. il y a un dirigeant qu'on opère et qui revient après avec une récidive ou une métastase quelque part, il risque de dire on n'avait pas fait la bataille. Et tu as raison d'ailleurs. Ça rejoint ce qu'a dit Yasser. Moi, j'ai vu des malades qui sont venus avec un carcinome, donc une tumeur cancéreuse, opérés ailleurs pour dirigeant. Et parfois, ça m'est arrivé de pousser l'interrogatoire et d'écrire un courrier aux collègues. Et on a dernièrement un collègue qui a mal pris la chose. Je sais qu'ils m'ont voulu pour que je lui envoie un écrit avec le malade. Est-ce que tu as dans la pâte? Il a mal réagi. Il n'est pas là-bas, mais je sais qu'il a très mal réagi en lisant mon courrier. Ça rejoint à dire qu'est-ce qui a été fait avant. Et là, c'est une tumeur envahissante. Moi, je pense qu'il faut faire l'étude dans la pâte. On va avoir la main facile. Voilà. Ou au moins laisser au patient le choix. Je lui Ça, donne le c'est une flair. attitude qui est. Moi, je le fais de temps en temps. Ouais. Pour certains kystes, je leur donne avec la feuille d'anaprate et je leur dis pour moi, c'est bénin, mais je ne peux pas prendre cette responsabilité de vous dire ne pas l'en. Chers amis, on va parler d'un sujet, l'épithélium cornéen. Moi, sincèrement, depuis quelque temps, on a eu la chance d'avoir une machine qui explore le mapping épithélial. C'est une couche histologique de la cornée qui est assez mystérieuse et extraordinaire. Parce que là, je vais faire un petit exposé, je vais poser beaucoup de questions avec vous à la fin, mais je n'ai pas de réponse. La majorité des questions à la fin, je n'ai aucune réponse à vous donner. Cette couche, vous savez que les yeux ouverts, la première barrière vers l'œil, c'est l'épithélium, si on ne parle pas de film lacrymal. L'épithélium varie en fonction de la qualité du film lacrymal. Pourquoi, on ne sait pas. L'épithélium varie en fonction de ce qui se passe dans le stroma. On ne le sait pas. L'épithélium est la première barrière à tous les médicaments. Donc c'est une couche qui, à mon avis, moi, n'est pas suffisamment explorée et qui peut-être nous permet de connaître beaucoup de maladies. Je vais insister sur le kératocone. Vous savez que de jour en jour, on apprend qu'on ne sait rien sur le kératocone. Au fur et à mesure qu'on avance, on se pose plus de questions que de confirmations. Et l'épithélium cornéen, moi je pense qu'il est venu peut-être rendre service, mais compliquer lourdement la tâche. Qu'est-ce qu'on connaît sur le kératocone, sur l'évolution, sur le... Donc là, c'est une image. Donc, le mapping épithélial, donc c'est le principe de mesurer l'épithélium de la cornée par une coupe CT. Et là, vous avez une topographie, quelqu'un qui a un astigmatisme. Quoi? Rien d'extraordinaire. À part vous dire qu'il y a une corrélation entre ce qui se passe au niveau de l'épithélium et ce qui se passe au niveau du stroma. Premier point. Deuxième point, l'épaisseur de la cornée, de l'épithélium est soi-disant 10% de le reste de la cornée. Cette épaisseur de la cornée, de l'épithélium, heureusement qu'il n'y a pas de grande variation, disons dans les études multicentriques, depuis qu'on a le PAPIC, varie de 40 à 60 microns, avec une moyenne qui est assez précise en de 50 microns. Le deuxième point. Le troisième point, la surface de l'épithélium cornéen est assez uniforme, ce qu'on appelle le pattern standard deviation. Et il est très diminué au niveau de l'épithélium cornéen. Donc je vous ai donné quelques éléments pour attirer votre attention que cette couche, il a un épithélium, il a une physionomie, il réagit à tout ce qui se passe aux alentours, que ce soit devant, à savoir le film lacrymal, et derrière le stroma. Donc là, je ne vous apprends rien sur l'histologie, mais l'OCT maintenant avec des coupes beaucoup mieux que celle-là, permettent une étude presque histologique de ce qui se passe au niveau de la cornée. Là, je vais entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe au niveau du kératocone? Donc, je ne vais pas insister, le topo d'aujourd'hui, ce n'est pas le kératocone, mais au fur et à mesure qu'on a étudié le kératocone, on s'est rendu compte qu'on diagnostique. L'autre jour, Yasser a posé la question, on a débattu entre nous, on voit de plus de kératocone. Ou on diagnostique de plus en plus de kératocone. Peut-être que c'est la deuxième partie qui est plus vraie que la première. Et au fur et à mesure qu'on connaît le kératocone, on est agacé par une question. Chaque fois qu'on voit un kératocone, maintenant, avant on disait les premières classifications de kératocone, c'était corrigeable ou non avec lunettes. Maintenant on se pose une question. Est-ce qu'il évolue? C'est ça la première question. Et la deuxième question, la bête noire ou le cauchemar, c'est une forme unilatérale
qu'est-ce qui se passe au niveau de l'autre œil. Vous avez un kératocone authentique et l'autre œil, qu'est-ce que vous avez classé? Fruste. Voilà. Et alors, l'épithélium cornéen, le mapping, il est venu répondre peut-être à cette question. Parce qu'on s'est rendu compte que chaque fois, on regarde de chaque cône, il faut faire la différence entre l'amincissement de la cornée et la protrusion de la cornée. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc la cornée amincie est une chose, où il y a un cône, une protrusion, c'est une autre chose. Et bien on s'est rendu compte que devant chaque cône, il y a un amincissement. Les Américains appellent ça l'image en beignet, c'est-à-dire que au niveau de l'épithélium cornéen, on s'est rendu compte qu'il y a un amincissement et qu'il y a des différentes zones. C'est comme les images topographiques quand vous voyez la météo, vous voyez que c'est les niveaux de l'épithélium, vous voyez qu'il y a un amincissement et que l'épithélium cornéen fait 40, 50, 55, 60. C'est-à-dire que l'image du cône, du kératocone, il est de manière extraordinaire désigné sur l'épithélium cornéen. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a apporté de plus. Je vais vous répondre en vous disant la chose suivante. L'épithélium est une couche qui se change chaque semaine ou chaque 5 jours. Le turnover au niveau du stroma cornéen, il est de 7, 8, voire 9 ans. Donc je vais vous répondre en vous disant, vaut mieux explorer une couche qui change chaque semaine qu'une change qui a un turnover qui est lent. Premier point. Deuxième point, l'épithélium cornéen, on est en train de parler de 50 microns, 60 microns. L'épaisseur du stroma est beaucoup plus importante. Donc, pour vous amener à la conclusion suivante, peut-être ce qui varie dans des couches fines et avec une petite variation, on serait plus amené à détecter peut-être les petites évolutions du kératocone. On peut débattre sur ce sujet-là, mais nous, les malades qu'on fait ici maintenant à la clinique, tous les malades, mais parfois gratuitement, pour ne pas surcharger, on fait une société de la cornée. Parfois, on est sûr d'un kératocone, mais pour chercher cette image magnifique, un cône, un amincissement de la cornée. Excusez-moi, amincissement de la cornée, pas de l'épithélium. De l'épithélium cornéen. De l'épithélium cornéen. Donc, je précise, la question elle est pertinente, je précise devant chaque cône, chaque protrusion du stroma, il y a un amincissement. Et la dégradation de l'épithélium de cornée, il dessine le cône. J'ai dit 40, 45, 50, 55. Qu'est-ce qu'il essaie de faire l'épithélium? Là, tu anticipes un petit peu les choses. L'épithélium essaie de refaire un resurfaçage de la cornée. La cornée, il a horreur des pentes brutes. C'est-à-dire que la pente n'est pas... La cornée, il lutte grâce à l'épithélium, pas grâce au stroma, parce que le stroma, il est long. Il faut 7-8 ans pour que ça change. L'épithélium essaie d'harmoniser avec la multiplication cellulaire pour faire ce qu'on appelle un resurfacing, un resurfaçage de l'épaisseur de la cornée. Et là, on voit cette image. Là, il ne nous appartient pas, on l'a trouvé sur un site, pour dire qu'au niveau du cône, l'aspect de l'épithélium et l'aspect du stroma. Il y a des choses qui sont là, qui sont erronées, qui ne sont pas exactes. On ne va pas entrer dans les détails, mais ce qui est actuellement prouvé, c'est que suite à ces données-là, puisque l'épithélium cornéen, il change tous les 5 à 7 jours, vous grattez l'épithélium, vous devez savoir qu'au bout de la 7e ou de la 8e heure, l'épithélium commence à venir. C'est extraordinaire cette couche. Vous grattez, parce que vous ne voyez pas durant la chute de la cataracte le jour même, le soir, il commence à régénérer. Donc le turnover, il est assez rapide. Le stroma, le turnover, il est lent. C'est pour cela que quand vous faites un cross-linking, ne vous précipitez pas pour dire que ça n'a pas marché. Parce que la riboflavine et ce qui se passe au niveau du stroma, elle est long. Ça demande des années pour que les fibres au niveau du stroma changent. Et vous savez, je ne vous apprends rien, qu'il n'y a pas de turnover au niveau de l'endothélium. On est avec un certain nombre de cellules et on meurt avec. Il y a ce qu'on appelle seulement et s'étale. Quand les cellules changent de forme, mais il n'y a pas de multiplication au niveau de l'endothélium. Alors, la variation de l'épaisseur de l'épithélium cornéen dans le kératocone. Il y a un amincissement au niveau du cône et un épaississement ailleurs. Et ça, c'est bizarre que je vous parle d'un épaississement d'une partie de la cornée dans le kératocone. Et oui. Et bien dans le kératocone, il y a des parties qui s'amincissent et des parties qui s'épaississent. Ça, on ne le savait pas, mais là, on le sait. Il y a une partie de l'épithélium qui augmente d'épaisseur. Donc c'est pour cela, là, je vous provoque par des questions comme ça. Quand vous dites qu'un kératocone évolutif, quand l'épaisseur de la cornée diminue de 5 ou 10%. Mais de quelle partie de la cornée on parle? Du stroma ou de l'épithélium?
quand vous dites qu'un kératocone est stabilisé pour cross-linking, si la pachymétrie est stable, de quelle pachymétrie vous parlez? Parce que ça a été prouvé que l'épithélium cornéen après cross-linking, sa taille, sa épaisseur se multiplie par 2 parfois. Je vais vous montrer des images. Des épithéliums à 60 et à 70 et à 80. Donc prendre à tort une cornée suffisamment épaisse post-cross-linking alors que l'épithélium il est comme ça, là on se trompe. Je vais vous montrer des images de l'épithélium cornéen. Pour vous dire que ça cache beaucoup de mystères. Après cross-linking, vous grattez l'épithélium et l'épithélium au cours des premiers jours, premiers mois, il a augmenté de taille. Donc il gomme en partie ce qui se passe au niveau du stroma, parce que je parle du ratio de 10%. Donc il y a un épicissement, on est sûr qu'il y a un épicissement, et c'est pour cela qu'il y a des gens qui se sont intéressés à étudier ce qu'on appelle le pattern standard deviation. Vous allez trouver cette terminologie fréquemment maintenant. C'est quoi ça? C'est la variation de l'épaisseur de l'épithélium cornéen sur toute la cornée. Et bien cette variation dans les cornées normales, il est de 1,5 à 2. Dans le kératocone, il dépasse parfois 6, 7, 8, voire 10. Ça veut dire que vous trouvez 50 ici et 60 là-bas. Donc cet épithélium cornéen, il est en train de répondre à ce qui se passe en bas. Et là, le grand mystère, je vais vous poser la question à la fin, quelle est la relation entre l'épithélium et le stroma? On ne le sait pas. Si vous qui tout à l'heure va parler de la cicatrisation, c'est un grand expert. Est-ce qu'il est chimique? Est-ce qu'il est neurologique? Pourquoi l'épithélium s'amincit alors qu'il n'y a pas de dégâts au niveau de l'épithélium? Le kératocone, ce n'est pas une maladie d'épithélium. Ça n'a jamais été prouvé. Mais l'épithélium change. Et là, on n'a pas de réponse. Moi, il y a une heure, j'étais en train de voir sur le PubMed, est-ce qu'il y a des articles qui viennent de sortir? On ne sait pas pourquoi l'épithélium change alors qu'il est sain. Il répond aux voisins du derrière. Il réagit à ce qui se passe au niveau du stroma. Et là, je vous ai donné les variations de cette épaisseur. Là, on se pose la question, cet amincissement au regard du cône, serait-il plus sensible? Serait-il un premier signe de kératocone? Est-ce que demain, dans la chirurgie réfractive, on va commencer à éliminer les malades qui ont des variations d'épithélium assez bizarres? Vous trouvez une pachymétrie de 600, mais on vous dit les mappings épithéliales, il y a 50, là il y a 60. Est-ce que ce n'était pas les fameux malades qu'on ne savait pas pourquoi ils font des ectasies cornéennes alors qu'on a fait des chirurgies réfractives nickel dans les meilleurs centres du monde ont des ectasies. Les meilleurs chirurgiens réfractifs ont des ectasies. Donc, peut-être que l'ectasie n'est pas facteur compétence dépendante. Il y a un mystère qu'on ne connaît pas au niveau de la cornée. Peut-être, je ne sais pas. Je me pose la question avec vous. Pourquoi cette corrélation entre le cône et l'épithélium? Voilà, ça ne rate pas. Chaque fois que vous avez un kératocone, vous explorez l'épithélium, vous trouvez qu'il y a une variation d'épaisseur. C'est le fameux PSD, le Pattern Standard Deviation, dont je vous ai parlé. Ça, c'est un article qui y a moins d'une année sur l'étude multicentrique pour montrer que dans les cornées normales, le Pattern Standard Deviation, c'est-à-dire la variation de l'épithélium cornéen, il est entre 1,5 et 2. Sur le kératocone, il est très différent. C'est les critères du kératocone sur le stroma. Vous allez essayer de vous faire un cours sur ça. C'est quand vous dites que si vous avez dans le kératocone, est-ce que vous savez que l'épaisseur de la cornée peut ne pas changer et on peut parler d'un kératocone qui évolue? Pourquoi? L'essai ne me répond pas. Pourquoi? Parfois le poil le plus fin se déplace. The tallest point se déplace. Pour vous dire qu'au niveau de la cornée, ça bouge. Si le poil le plus fin bouge dans la cornée, alors que c'est la même épaisseur. Il a bougé. Il n'a pas diminué. Vous savez ce que je veux dire? Donc, cette variation d'épaisseur qui peut se déplacer peut être un critère. Alors, dans l'épithélium cornéen, c'est assez récent, on se pose cette question. Donc, autre question. Là, je ne pose que des questions avec vous. Quand on fait l'IPOF, on dit que pour être en sécurité, l'épithélium doit être supérieur à 400 microns. Les 400 microns, avec ou sans épithélium? Ici, sans épithélium, avez-vous mesuré l'épithélium? Est-ce qu'il fait 40 ou 60? Et l'épithélium, quand on l'enlève, il faut soustraire. Donc, qu'est-ce qui reste après? Donc là, c'est des questions que je me pose avec vous sur le rôle de l'épithélium cornéen de le cross-linking. Là, j'ai montré, je suis passé vite. Autre question, en post-opératoire. Là, je vous ai posé la question tout à l'heure. Généralement, l'épithélium fait 10% du stroma cornéen. Regardez comment l'épithélium a gonflé. Après, ça, c'est un mapping épithélial juste après cross-linking. L'épithélium, il a augmenté de taille. Il essaie de gommer et de camoufler les dégâts qu'il y avait. Donc, mapping épithélial avec les images
de l'amincissement, on regarde. La même chose, j'ai fait des cas de... C'est des malades, donc vous voyez, après cross-linking, comment l'épithélium change en épaisseur. Et là, juste, il faut en tenir compte. Je n'ai aucun message à vous faire passer. Je ne sais pas, je n'ai pas de conduite à tenir. Mais je vous dis, peut-être qu'il est temps de donner un peu d'importance, surtout que maintenant l'OCT, vous voyez, vous faites l'OCT. Moi, par exemple, je vous demande, quand vous faites des OCT de segment postérieur, c'est le même coup, c'est la machine là qui fait la même chose. Essayez de temps en temps, par curiosité, d'explorer l'OCT de la cornée, parce que la même machine fait tout, c'est-à-dire que même le coup il est le même, c'est-à-dire que le patient va gagner un examen en plus. Un an après cross-linking. Et une autre question dans les anneaux, pourquoi quand on fait un anneau, l'épithélium au regard de l'anneau s'amincit, alors que l'anneau, pour qu'il soit efficace, il doit être à 80% de profondeur. Est-ce que vous imaginez, vous mettez un anneau 80% plus profond au niveau du stroma, vous voyez, sans faire de l'éloge au chirurgien qui a placé cet anneau, mais il l'a bien placé. Il est profond, cet anneau, il est très bien placé. Et on ne sait pas pourquoi qu'un anneau placé à 80% de la profondeur du stroma cornéen téléphone, envoie un SMS à l'épithélium cornéen et lui dit « amincis-toi ». Il s'amincit. On regarde, vous voyez des images magnifiques d'anneaux. Avec toute modestie, on est en train de faire un travail sur ça. Peut-être qu'on va le publier, j'espère. Mais beaucoup de malades avec nos anneaux, on le fait. L'OCT de la cornée, nous, on le fait pour voir l'anneau où est-ce qu'il est. Il doit être à 80%. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les anneaux ne marchent pas, les anneaux ne marchent pas, les anneaux ne marchent pas. Mais l'autre jour, j'ai répondu à cette question. Combien d'anneaux sont bien faits? 1. 2. Combien d'anneaux ont eu une réfraction préopératoire exacte? Parce que vous savez que la topographie kératocone, et Sylvain me le dire, offre peu de choses. Et que parfois, ce qui se passe au niveau de la cornée n'est pas la réfraction exacte. L'axe le plus plat, il faut le chercher, il y a de la réfraction objective et subjective. Et parfois, on traite l'image de la topo, et après, on a un mauvais résultat. Il y a beaucoup de topos, beaucoup d'anneaux qui étaient mal posés ou qui ne répondaient pas aux critères. Là, une dernière question que j'avais longtemps, tout le temps débattu avec Yasser, que le mapping épithélial, tout à l'heure, quand on fait la transpécaire, mais maintenant, on a la chance, nous, d'avoir cette machine qui fait la PKR transépithéliale. Le laser, il fait une découpe uniforme. Vous demandez à votre laser, coupez-moi 50 microns, il coupe 50. Si par endroit l'épithélium fait 60, il vous reste 10 microns. Si l'épithélium fait 40, il enlève d'emblée, comme dans la chirurgie réfractive, le stroma. Et vous savez qu'il y a des machines maintenant à 10 microns correspond à une dioptrie. Il y a qu'à être. Ce qu'on appelle le tissu saving. Donc déjà, si vous enlevez l'épithélium à un malade au centre, vous traitez jusqu'à 2 microns de myopie. Mais sauf que ce traitement de la myopie ne dure que 5 jours. Et au bout de 5 jours, il régénère. Donc le pouvoir réfractif de l'épithélium cornéen, il est très important à considérer de ce qu'on appelle la transpécaire, parce que la découpe est uniforme. Alors que quand vous enlevez la brosse, la découpe enlève tout l'épithélium. Je donne l'exemple, vous partez à un coiffeur que vous le oubliez 2 mm de char. C'est une option. Ou vous le bola zéro, c'est un jid. Donc c'est ça la différence. Si quand il est un jid, mais là quand il enlève moins 2 microns de chaque cheveu, la surface de la chevelure est irrégulière. Par rapport à quel plan on se situe. C'est-à-dire pour attirer votre attention que la transpécaire, c'est une bonne technique. Mais j'attire votre attention. Dans les faibles amétropies, non. Je peux répondre. Dans les faibles amétropies, non. Pourquoi? Si vous avez quelqu'un qui a moins de dioptrie, et vous avez 10 microns d'épaisseur, c'est beaucoup. Il n'a que moins 2, ou la moins 1. C'est peu. Si vous avez moins 7, s'il a moins 0,75, il sera ravi. Alors, parfois, moi j'avais discuté avec les sons de Schmidt, un technicien, un ingénieur, il m'a dit, peut-être que c'est que la machine qui fait ça, il enlève, et il connaît le Bowman, la Bowman. La machine creuse, quand il est la Bowman, là on me l'a dit, dans un congrès. Écoutez, quand vous programmez une machine qui enlève 50 microns, il enlève 50 microns. Donc, dans les faibles amétropies, ce n'est pas une bonne chose. Dans les fortes amétropies, moins 0,5 ou moins 0,75, ce n'est pas sensible. Et l'explication, c'est ça. Alors, je vais conclure par, comme je vous ai dit, que des questions. On ne sait pas quelle est la nature de l'interaction entre l'épithélium et le stroma. Est-ce qu'il est chimique? On ne sait pas. Est-ce qu'il est neurologique? Est-ce qu'il est biomécanique? C'est-à-dire, chaque fois que le stroma change, l'épithélium réagit. On ne sait pas.
Le futur. Le futur. Alors, on se pose des questions. Est-ce que demain, il y aura un critère sur le mapping épithélial qui détermine l'évolution du kératocone? On ne sait pas. Peut-être qu'il y aura un critère demain. Pour le moment, il y a 2 critères. La kératométrie qui augmente et la pachymétrie qui diminue. C'est ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que demain, on va inclure le rôle de l'épithélium? Est-ce que le mapping épithélial va servir comme critère pour dire que ce malade est stable? On ne sait pas. Est-ce que le mapping épithélial sera demain un critère dans la chirurgie réfractive? Tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce que vous avez un malade nickel, une belle cornée? Si l'épithélium est très variable, est-ce que vous allez le récuser? Je te touche, mais jamais de la zik. Peut-être une PKR surface et encore. Ça, on ne sait pas. Il n'y a pas d'écrit qui se base sur l'épithélium pour sélectionner ou éliminer un malade. L'épithélium et PKR, oui, certainement, le traitement de surface est en train de revenir. Beaucoup de confiance, les gens osent, et c'est bien. Ça a donné de l'appui à la chirurgie réfractive. Mais je pense que des malades-là nécessitent une exploration de l'épithélium. Alors, voilà, je vous ai provoqué par beaucoup de choses, j'ai posé beaucoup de questions. Le temps que Steven qui s'installe, est-ce qu'il y a 2 ou 3 questions? D'ailleurs, alors, premièrement, pour les... à la semaine. Pour le mapping épithélial, je pense qu'il y a un autre problème qui se pose, c'est le problème de surface oculaire. C'est-à-dire que, vu le nombre de malades qu'on a qui ont une rosacée, qui ont une sécheresse oculaire, qui ont une allergie sévère, est-ce que le mapping épithélial est interprétable dans ces cas? Devant le cône, oui. Je suis d'accord avec toi. Alors, la remarque est pertinente. Mais je l'ai mis même. L'épithélium, il est le plus sensible au port de lentilles. Donc, le kératocone, dit qu'il faut voir la face postérieure. C'est une règle. Et l'épithélium cornéen, comme je dis, Diana, il réagit au film lacrymal. Mais parfois trop, comme tu l'as dit. Mais devant le cône, il y a un critère de sensibilité, ce qu'on appelle le pattern standard deviation. C'est pour cela que c'est la variation de l'épithélium, parce qu'il n'y a pas de raison pour que la cornée réagisse différemment à une sécheresse. Elle réagit ou ne réagit pas. À une blépharite, elle réagit ou ne réagit pas. Mais qu'il réagit différemment là et là, ça doit attirer l'attention. Ce qu'on appelle le facteur PSD. Mais tu as tout à fait raison, c'est que l'épithélium, c'est lui qui est la lentille se pose. Donc il ne faut pas interpréter un malade qui a mis la lentille le lendemain, le matin ou le lendemain, c'est complètement obsolète. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des choses sur le kératocone? Ce n'est pas le sujet du sujet. C'est vrai. Le mapping, ici, on utilise uniquement le facteur épaisseur. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui entrent. Dans le kératocone, il y a le problème de la rigidité. Jusqu'à présent, il n'y a aucune machine qui nous permet de dire cette cornée a telle rigidité ou telle rigidité. On le voit, la chirurgie de kératocone, quand on fait la greffe, on voit que l'épithélium et le stroma, ils sont complètement différents d'un stroma normal, d'un épithélium normal. Et donc là, le mapping, c'est vrai, mais ça reste, on reste sur notre fin parce que c'est uniquement l'épaisseur qui est utilisée. L'épaisseur, je pense, c'est comme si on a une équation à plusieurs inconnus, on a... C'est sûr. Mais peut-être l'avantage là, peut-être, c'est l'épaisseur est petite. On est en train de parler de 40-50 microns. Donc toute variation, je suis à 400 microns. Tu vois, l'élément. En plus, c'est le fait d'avoir même les découpes, les machines, il n'y a que 6 mm. Moi, je pense que ce facteur local, ce qui se passe au niveau du cône, c'est sûr que quand on mesure la rigidité, on mesure la rigidité de toute la cornée. On ne mesure pas la rigidité du cône. Or, le kératocone, il y a une partie de la cornée qui est saine. Et d'ailleurs, c'est une des aberrations du cross-linking. Vous traitez par cross-linking de manière uniforme une maladie hétérogène. On bombarde toute la cornée, alors qu'il y a des parties de la cornée traitées par cross-linking où il n'y a rien. Topographiquement. Voilà. Peut-être que le stroma, il est malade. Mais c'est vrai que c'est un aliment parmi autres. Parce que si on avait suffisamment de réponses sur le kératocone, moi je pense que la recherche au fait, qu'on s'est arrêté avec la topo. Mais après, il y a l'hystérésis, il y a les résistances, il y a l'épithélium cornéen. Est-ce que ça va servir à quelque chose, comme tu as dit? Je ne sais pas. Alors, sur les écrits, j'ai trouvé sur les articles qu'il y a une double, en fait, un insistissement ou épaississement parfois au niveau du cône. Alors là, j'ai vu que sur votre topo, vous avez vu peut-être votre pratique à la clinique, vous avez fait
sur vos malades quand il y a un épaississement, mais il y a un moment on parlait d'épaississement. Quand on trouve un épaississement au niveau du mapping, ça peut dire que c'est le lieu du col et que c'est peut-être ça comble un amincissement du stroma. Donc c'est controversé, j'ai trouvé sur pas mal d'articles. Il y en a ceux qui disent épaississement, d'autres qui disent amincissement. D'ailleurs, quand Wael Sha'ir avait parlé, on l'avait corrigé là où j'ai revu ça m'a intrigué. Il y a différence entre l'amincissement du stroma et le bombement du col. Je pense qu'au regard du col, il y a une unanimité des articles. Aminci. Ailleurs, quand la cornée devient mince, l'huile s'épaissit. Donc, ça m'a fallu, Yusra, il est avec l'eau et Asma, on a dû faire sortir 40 ou 50 articles. Alors, le consensus, on regarde du col, ça s'amincit. On regarde de l'amincissement, ça s'épaissit. Et tu as la minus sur le kératocone, c'est une maladie extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a l'amincissement, c'est une chose, il y a le bombement, c'est une autre chose. Une cornée peut bomber et avoir une épaisseur normale. Ça peut paraître bizarre. Il peut bomber avec une épaisseur normale. C'est pour cela que la question qui se pose sur le kératocone, qui commence le premier, l'épaisseur ou la kératométrie? Est-ce qu'il bombe ou il s'amincit, il bombe ou il fait les deux? On ne sait pas. Mais La Roche avait fait un travail sur cette question-là en étudiant l'OCT des patients kératoconiques. Il a trouvé effectivement qu'il y avait une sorte de kyste à l'intérieur du stroma qui expliquait pourquoi on avait toujours à la pachymétrie une pachymétrie qui était normale, alors qu'en fait c'est des vides, c'est pas de la cornée. Voilà. D'ailleurs, il a fait une classification OCT. Et parfois, c'est des gonflements de l'épithélium. C'est parfois la cornée, quand elle s'amincit, l'épithélium, il comble. Il y a même des endroits où on trouve 4 Et là, cette relation, on n'arrive pas au chimiotactisme, où il y a un autre sujet là-bas. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la bomane. C'est une autre qui collecte la bomane et la brouque pour ce qui est des néovaisseaux corvidiens. Les ruptures de la brouque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui collectent tout le kératocone, ça se résume au niveau du bomane. J'ai assisté à Mazzato, un Italien, une conférence diagnostique. Lui, il est presque sûr que tout, c'est une maladie de la membrane de Bowman. Donc, quand tu commences à lâcher, c'est actif dans le stroma au niveau des dégâts au niveau du stroma et de l'épithélium. Pourquoi il lui dit c'est le seul lien entre l'épithélium et le stroma. Mais pourquoi la PKR qui supprime le Bowman ne donne pas des kératocones, justement? C'est en fait. La PKR, c'est une cornée normale. Non, c'est une cornée supposée normale, parce qu'on ne peut pas savoir si c'est une cornée normale. Oui, il dit que histologiquement, c'est une Bowman qui est malade. La PKR et le RGR, c'est un nœud qui est normal. C'est une hypothèse. Cette histoire de PKR et Transsoda, est-ce que les fabricants n'ont pas tenu compte de cette variété? Est-ce qu'ils connaissaient? L'OCT était déjà généralisé. Et l'épaisseur épithéliale était déjà connue. Ils le savent. Là, on discute. Moi, je ne savais pas que l'autre plateforme fait ça. Alors, toutes les plateformes tournent l'épithélium par laser. Ça m'a pris du temps en discutant avec eux. Toutes les plateformes, c'est la PTK. C'est la PTK, il t'enlève 40, 50, 20, 30, pas laser. Et après, tu commences le traitement. La question qui se pose, on ne savait pas les variations de l'épithélium de la cornée. Premièrement. Deuxièmement, la chirurgie réfractive, quand il a commencé, généralement, il y avait des fortes anomalies. On traitait moins vite, moins. Alain Abelaï nous disait qu'il traitait moins 12, moins 13 sans topographie. Donc, que tu lui laisses moins 1, moins 2, il est ravi. Donc, ça ne se joue pas dans les 20, 30. Maintenant, les gens sont exigeants, il a moins 1,5, il ne veut pas porter de lunettes, il veut avoir une infraction. Donc oui, là. Mais maintenant, d'abord, le fabricant, le Schwind. Je peux parler parce que je travaille beaucoup avec le Schwind. Alors, pour tout ce qui est trans-PKR avec le Schwind, il y a deux étapes en fait. Il y a la première étape, c'est l'ablation de l'épithélium avec le laser. Alors cette ablation, elle a un profil particulier. C'est un profil non ablatif, mais non réfractif. C'est-à-dire que quand tu fais rentrer la kératométrie au niveau de la machine, peut-être un topographe,
ou le cas de le Sirius, Nishan, la machine, alors elle mesure en fait la kératométrie de la cornée. Il va faire une ablation uniforme mais non réfractive, c'est-à-dire que elle a un profil particulier. C'est pas comme le profil de la PTK. لا هي اللي نو ريفراكتيف يصير باسكو لي توتال Elle est totale non بحال réfractive. كتكرطب Mais كونطوني كتكرطوا حنا بلا parfois بروس elle laisse, parfois elle laisse un peu d'épithélium quand l'épithélium est trop épais. Alors à ce moment-là commence la deuxième étape de l'ablation qui est réfractive. Dans ce cas-là, c'est vrai, le seul biais qui peut se poser, c'est quand je décide de mettre une zone optique par exemple à 6,5, quand l'épithélium est épais, la zone optique va devenir inférieure à 6,5. Si vous avez quelque chose de schéma, je peux vous expliquer. Donc la zone optique elle diminue. Parfois, la zone 1 est supérieure à la zone 2. Voilà. Alors quand par contre l'épithélium est plus fin, l'ablation initiale, les non réfractives, elle commence au niveau du stroma. Mais même au niveau du stroma, elle n'est pas réfractive. Et elle est ablative, mais elle n'est pas réfractive. Et quand l'ablation réfractive vient, elle vient sur un stroma un peu plus profond, et donc on a une profondeur d'ablation qui est un peu supérieure à la profondeur souhaitée. Mais dans les deux cas, la réfraction post-opératoire n'est pas biaisée. J'ai fait énormément de moins 1, moins 1,25, moins 1,50. J'ai jamais eu aucune erreur Mais tu as raison. L'épithélium sain, il y a une variation de 1,5. Voilà. Sur un épithélium sain, c'est ça ce qui sont les fabricants. C'est-à-dire que si demain, il tombe, si une épitéliopathie ou un épithélium, il va se gourer. Oui. C'est sûr, mais là, puisque le mapping qui est l'épithélium varie de 1,5. C'est rien, c'est même pas 0,1 dioptrie. Ce qui fait qu'il ne se trompe pas. Ceci dit, c'est une bonne technique. D'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup de fabricants l'ont introduit. Qui disent que la zone de la oui, c'est sur les 9,6. Mais parfois, là, je pense que les faibles amétropies, vu le profil des patients, tu les connais, tu les vois, méritent une exploration de la PDP. Il faut. S'il a 60, tu vas parler avec lui autrement. Et s'il a 50 plus ou moins une dioptrie, ça marche à merveille. C'est une excellente machine qui donne. Qu'est-ce qui change avec l'âge, professeur? Il y a des gens qui disent qu'avec l'altération du film lacrymal, il y aurait un épaississement de l'épithélium cornéen et surtout un épithélium qui devient très instable. D'ailleurs, c'est pour cela que quand on opère parfois des cataractes et des sujets âgés, l'épithélium ne demande que partir. Et parfois 2 gouttes de Cibizine font l'épitéliolyse chimique. C'est pour cela que beaucoup de malades que vous prenez à tort pour un épi on, l'épi off, l'épithélium c'est une couche qui sert à rien, il est détruit par 2 ou 3 antibiotiques. Et ça c'est indivisible cet épithélium. Il serait plus épais, il serait plus instable. C'est ce qui demande. D'ailleurs après ça commence le décollement sur les sécheresses oculaires, il varie avec. Il y aurait une variation avec l'âge. Je te passe la parole. Un sujet très intéressant, plus intéressant que le mien, parce que moi, il n'y avait que des questions, ainsi qu'il n'y a que des réponses. Là, il y a des questions. Merci. Donc, on va passer à un autre sujet. Essayer de terminer sur les kératites auto-immunes, qui est un sujet qui peut nous poser des problèmes lors de notre consultation, parce que le choix entre un traitement anti-infectieux ou un traitement corticoïde est très important et risque donc de mettre en péril le pronostic fonctionnel de notre patient. Alors par définition, c'est une atteinte cornéenne qui est stérile, qui a un point commun qui est l'origine qui est immunitaire, et là le diagnostic est uniquement clinique, l'examen de la cornée, de la conjonctive et des paupières, qui permettra donc de poser et de s'orienter vers une origine auto-immune d'une atteinte cornéenne. Il y a 2 grands groupes qu'il faut distinguer. Il y a les groupes qu'on connaît de façon plus importante, c'est les atteintes périphériques, qui attirent souvent notre attention et pour lesquelles on est donc beaucoup plus à l'aise pour poser le diagnostic d'une origine auto-immune, mais également les formes centrales et paracentrales qui peuvent poser des problèmes parce qu'il faut d'abord éliminer une origine infectieuse. Alors, juste un rappel que pour les ulcères périphériques, il faut rappeler que le limbe périphérique est
est une entité qui est très riche aux inflammations, très propice aux inflammations parce qu'il a des caractéristiques morphologiques, immunologiques qui prédisposent aux réactions inflammatoires du fait de la richesse vasculaire qui va favoriser l'accumulation d'immunoglobulines et d'immuns complexes. Et donc, ces immuns complexes, une fois déposés, vont activer la voie classique du complément. Et quand cette voie est activée, il y a le complexe d'attaque immunitaire, le recrutement des cellules inflammatoires, polynucléaires et macrophages, et par la suite libération de collagénase, puis de métalloprotéinase, et enfin entretien de l'inflammation grâce à la présence des vaisseaux de la conjonctive adjacente. Donc, cette ambiance permet donc à toute réaction auto-immune donc à s'auto-entretenir et à donc entraîner plus de dégâts. Alors, le tableau clinique, on distingue les ulcères périphériques qui sont à fond clair, c'est-à-dire le fond est clair, et c'est ce qu'on appelle en anglais les fameuses PUC, c'est-à-dire les ulcères, les kératites ulcératives périphériques. Le tableau clinique est aigu, c'est-à-dire c'est un patient qui n'avait rien, qui de façon brutale a un œil rouge, qui est douloureux, qui est photophobe, et qui est associé souvent à une baisse de l'acuité visuelle. Et à la lampe à fente, on va trouver donc une opacité cornéenne qui est adjacente au limbe et par un infiltrat qui est donc cellulaire et stromal, puis une ulcération qui va entraîner donc une perte de l'épithélium, on parle tout à l'heure de l'épithélium, et cette ulcération va donc évoluer de façon périphérique, soit vers le centre, pour entraîner donc un entretien de cette ulcération qui va faire un appel donc des néovaisseaux. Et cette atteinte cornéenne est souvent associée à une épisclérite ou une sclérite dans 10 à 30% des cas. Et dans 40% des cas, c'est des formes qui sont bilatérales. Alors, quand on a un ulcère périphérique à fond clair, d'origine auto-immune, il y a un certain nombre d'étiologies qu'il faut soulever. Et la première, qui est très fréquente dans notre contexte, c'est la polyarthrite rhumatoïde. 30 à 40% des causes d'ulcères périphériques sont dues à la polyarthrite rhumatoïde. Et c'est très important de faire le diagnostic parce que, d'une part, la présence d'une atteinte cornéenne signe la gravité de la maladie. Et parfois, moi j'ai beaucoup de cas qui sont chez qui la polyarthrite est diagnostiquée grâce à une atteinte cornéenne. Et malheureusement, la présence d'une atteinte cornéenne est associée à une forte mortalité chez ces patients. Donc, c'est très important, c'est le pronostic vital du patient qui est en jeu. Et donc, il faut travailler avec un interniste, un rhumatologue pour prendre en charge correctement ce polyarthrite. C'est dommage qu'on trouve toujours encore des polyarthrites rhumatoïdes qui sont sous corticothérapie depuis 25 ans, qui prend 5 mg de cortensile, alors qu'actuellement, il y a des traitements efficaces pour cette maladie-là et qui arrivent donc avec une atteinte cornéenne. Deuxième cause, la maladie de Wegener et les autres maladies auto-immunes, en particulier la maladie de B7 qui est fréquente dans notre contexte. Et par la suite, une fois qu'on a éliminé ces affections d'ordre systémique, il y a la rosacée oculaire qui peut donner également une atteinte cornéenne périphérique à fond clair. Et enfin, le Mouraine qui est un diagnostic d'élimination. Alors, dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est le prototype des maladies auto-immunes. Les manifestations, comme on le sait, sont essentiellement articulaires, mais on peut avoir une atteinte extra-articulaire. Et dans les atteintes oculaires, il y a la sécheresse oculaire qu'on cherche le plus souvent, mais il y a également les atteintes sclérales, la sclérite, les kératites et les autres atteintes. Dans les atteintes cornéennes, il y a 4 manifestations qu'il faut connaître: la kératite sclérosante, la kératite stromale aiguë, les kératites périphériques ulcératives et les kératolyses où il y a une perforation cornéenne, et ça se voit surtout après chirurgie de cataracte chez un porteur de polyarthrite rhumatoïde. Pour cela qu'il faut faire très attention quand on va opérer un patient qui a une cataracte qui a en même temps une polyarthrite rhumatoïde. Ce n'est pas quelque chose de simple parce que ça peut se terminer très mal et surtout par une perforation cornéenne que vous n'arrivez pas à expliquer parce que vous avez très bien fait votre travail, mais vu qu'il y a un terrain inflammatoire très très particulier, ça risque de se décompenser vers des complications qui parfois sont dramatiques. Alors la maladie de Wegener, c'est une vascularite systémique qui est caractérisée par une nécrose granulomateuse et inflammatoire des vaisseaux, qui va intéresser essentiellement les voies aériennes, les reins et d'autres organes. L'étiologie est inconnue et il s'accompagne d'une atteinte cornéenne dans 12% des cas. Alors, la rosacée, on va en parler tout à l'heure, mais on parle maintenant de l'ulcère de Muren, ou
l'ulcère qui a été décrit en 1867 et qui a une clinique qui est assez stéréotypée. Vous avez d'abord un infiltrat blanc grisâtre à la périphérie de la cornée, et ensuite il y a une rupture de l'épithélium, et donc par la suite une nécrose stromale. Ça devient chronique, douloureux, avec des limites qui sont mal précisées, et qui va évoluer de façon circonférentielle et centrale, c'est-à-dire vers la périphérie, en périphérie de la cornée et vers le centre de la cornée. Alors, deux formes qui sont très importantes à distinguer, que vous allez voir dès que vous voyez votre cas d'ulcère de Muren. Il y a les formes limitées qui répondent bien au traitement corticoïde, qui répondent au traitement chirurgical limité, c'est-à-dire l'exérèse conjonctivale en regard, et qui sont unilatérales, qui touchent le sujet âgé et qui sont peu douloureuses. C'est des formes qui sont de gravité, je dirais, de pronostic bon. Les formes sévères, ce sont les formes qui sont évolutives, qui ne répondent pas au traitement, qui touchent surtout le sujet jeune, qui sont très douloureux et qui sont bilatéraux. Ce sont des formes qui vont évoluer vers la perforation et c'est des formes qui sont graves. Donc si vous avez un ulcère de Muren, s'il est jeune, c'est grave. S'il est bilatéral, c'est grave. S'il est très douloureux, c'est grave. S'il ne répond pas à la corticothérapie, c'est grave. Donc 4 facteurs de gravité qui vous permettent de classer votre ulcère de Muren vers une forme grave ou une forme qui est non grave. Alors il y a deux grands groupes dans ces ulcères de Muren. Les ulcères primaires, dont l'étiologie est inconnue, qu'on ne connaît pas, qui surviennent spontanément, et les ulcères qui surviennent après chirurgie, de cataracte ou de greffe, après traumatisme, après brûlure oculaire, après un herpès ou une atteinte tuberculeuse ou syphilitique, ou après donc juste un corps étranger, où ce qui a été décrit, c'est l'association avec l'hépatite C. Et parmi les examens qu'on doit demander quand on a un ulcère de Muren, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas une sérologie de l'hépatite C qui est positive. Alors, pronostic, donc comme on l'a dit, les formes unilatérales sont de bons pronostics, les formes bilatérales simultanées, c'est-à-dire en même temps les atteintes des deux yeux, sont de mauvais pronostics, et les formes bilatérales mais de façon non simultanée sont à pronostic intermédiaire. Diagnostic différentiel avec ces ulcères périphériques à fond clair, c'est toujours éliminer les déficits limbiques, les déficits en cellules souches, les causes infectieuses et les causes trophiques, et la dégénérescence marginale de terrien qui peut prêter à confusion, et les formes marginales de l'atteinte herpétique. Vous avez ici un exemple de dégénérescence marginale de terrien. Vous voyez ici, c'est un patient qui vient avec une atteinte cornéenne périphérique qui est creusée, qu'on voit d'ailleurs sur l'OCT, et c'est une dégénérescence marginale de terrien qu'il faut surveiller. Pratiquement, il n'y a pas de traitement. Alors, le pronostic visuel est menacé par un grand risque de perforation. Donc, si on ne traite pas, si on ne prend pas en charge ces patients-là, ça risque d'évoluer vers la perforation dans presque 100% des cas. Le pronostic vital, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que ça témoigne d'une phase active de la maladie, une gravité de la vascularite, en particulier dans la polyarthrite rhumatoïde. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est associé à presque 50% de décès à 5 ans quand il y a une atteinte cornéenne. La prise en charge de ces ulcères périphériques à fond clair, c'est d'abord la corticothérapie locale. On y va crescendo, on utilise nos moyens de façon progressive. On commence par la corticothérapie locale. Si ça s'améliore, c'est bien. Si ça ne s'améliore pas, on associe à la corticothérapie une résection conjonctivale en regard de la lésion. C'est pour permettre de diminuer la charge immunitaire en face de l'ulcère et permettre donc la cicatrisation. Deuxième moyen, la cyclosporine en collyre, la colle biologique, la corticothérapie par voie générale. Vous voyez qu'on y va de façon crescendo. Les traitements immunosuppresseurs, la biothérapie quand il y a une maladie d'ordre systémique, les greffes de membrane amniotique et les greffes de cornée en patch, donc dans ces cas. Donc, dans l'ulcère de Muren, on commence par une corticothérapie locale agressive. S'il y a une réponse positive, donc on va juste surveiller et diminuer la corticothérapie. S'il n'y a pas de réponse, on va aller à la résection conjonctivale, la corticothérapie locale. Mais s'il n'y a pas de réponse, on passe aux autres moyens, en particulier les greffes de membrane amniotique et parfois même à la greffe de cornée quand il y a une perforation, comme ici, un jeune patient qui avait une perforation périphérique et chez qui on était obligé de faire une greffe patch. Alors, les ulcères périphériques, deuxième catégorie, on a vu les ulcères périphériques à fond clair. Maintenant, les ulcères périphériques à fond blanc. Il y en a deux entités, les kératites catarales et les kératoconjonctivites flecténulaires.
deux formes cliniques qu'on doit savoir parce que le pronostic et le traitement, il est relativement différent. Alors, un seul mécanisme, une réaction inflammatoire non infectieuse qui est due à une hypersensibilité aux antigènes bactériens. En général, il y a une infection palpébrale sous-jacente. Vous avez ici un cas de kératite périphérique catarrhale à fond blanc, vous voyez ici. Alors, c'est des petits infiltrats qui ont tendance à s'unir pour évoluer de façon périphérique autour de la cornée. Alors, ces infiltrats catarrhaux, ils sont associés à la rosacée, dans la majorité des cas. Ils sont dus, donc, comme on a dit, à une réaction d'hypersensibilité aux antigènes staphylococciques qu'on trouve au niveau des paupières dans la rosacée. Des lésions, ce sont des lésions qui sont arrondies, qui sont réparties de façon circonférentielle, avec un espace clair entre la lésion et le limbe, et un risque d'érosion et donc d'ulcère, et parfois un risque donc de coalescence pour donner un aspect de pseudomorène. Et l'évolution, il va se faire de façon favorable en 2 à 3 semaines avec un risque de récidive. Les kératoconjonctivites flecténulaires, même chose, même phénomène qui déclenche, mais ils sont associés à la rosacée oculaire dans la majorité des cas. Et l'évolution, il se fait de façon cyclique, c'est-à-dire le patient, il revient, vous avez ce patient qui revient dans votre consultation tous les 2-3 mois parce qu'il récidive. Alors, c'est des vésicules qui sont à proximité du limbe, qui vont être associées à une réaction conjonctivale à côté, qu'il va y avoir une érosion, une ulcération, puis une cicatrisation avec un appel vasculaire. Et après, le patient, il va reprendre, et il va reprendre au niveau de la limite de la lésion. Il va continuer le travail qui a été fait au départ, au niveau de la limite centrale de la lésion. Et donc là, le danger ici, c'est que ça progresse vers le centre, et ça retentit sur l'acuité visuelle, et ça entraîne des astigmatismes qui sont parfois très très importants. Et on dit que la lésion est en train de marcher sur la cornée, et c'est des lésions qu'il faut traiter de façon intense en corticothérapie dès les premières lésions pour pouvoir arrêter ce phénomène. Alors, prise en charge, c'est la corticothérapie locale. Il doit être urgente, comme on a dit, parce qu'il y a un risque d'évolution vers le centre avec des séquelles visuelles, et on peut parfois faire appel à la cyclosporine. Alors, les ulcères centraux, donc on a fait les ulcères périphériques, les ulcères centraux ou paracentraux sont d'origine inflammatoire et ils nécessitent l'élimination des autres causes, en particulier les causes infectieuses et les causes dues à une anomalie de la statique palpébrale, les ulcères compliquant un syndrome sec ou les ulcères trophiques. Donc il faut éliminer ces ulcères avant de parler d'un ulcère inflammatoire central et de commencer une corticothérapie. Voici un exemple. Alors ce patient-là, c'est un jeune enfant qui a fait une lésion comme ça. Je l'ai vu la semaine dernière, il est revenu avec une autre lésion ici, donc qui a été traitée par corticothérapie qui a permis. Et vous voyez que quand on ne fait pas le diagnostic rapidement, on risque de se retrouver avec des lésions comme ça qui sont difficiles donc à prendre en charge et à corriger parce qu'il y a d'énormes astigmatismes associés. Alors, dans les étiologies des ulcères inflammatoires centraux ou paracentraux, vous avez la polyarthrite rhumatoïde qui revient, et là, ça peut donner des perforations, les ulcères vernales et les kératoconjonctivites atopiques et la rosacée oculaire. Alors, vous avez ici un cas de rosacée oculaire chez un enfant de 6 ans qui était arrivé avec pratiquement une perforation énorme et l'atteinte inférieure, la lésion palpébrale associée, l'atteinte cutanée ont orienté le diagnostic et la prise en charge. Bon, le diagnostic différentiel toujours avec les abcès et les atteintes virales, comme ici, donc il faut toujours éliminer. Donc, une démarche diagnostique devant un ulcère cornéen qui est chronique, qui est périphérique ou central, c'est d'abord éliminer une origine infectieuse par un prélèvement si nécessaire, éliminer une cause neurotrophique en testant l'anesthésie cornéenne. Si la lésion est périphérique, il a un fond blanc, il faut penser à la kératite flecténulaire et l'infiltrat catarrhal. S'il est à fond clair, il faut penser aux morènes, aux pseudomorènes, aux ulcères périphériques et donc la polyarthrite rhumatoïde. Alors si la lésion est centrale et qu'il est à fond clair, la rosacée et la polyarthrite rhumatoïde, et s'il est à fond blanc, c'est la kératite infectieuse. Je vous remercie. Voilà. Si vous n'avez pas faim, s'il y a des questions.
plan thérapeutique pour les ulcères inflammatoires. La corticothérapie. Mais parfois, ça y répond. Oui, il faut réséquer la conjonctive qui est en face pour les ulcères périphériques. Et sinon, il faut passer à autre chose. Il faut passer à la cyclosporine, il faut passer aux autres moyens. Et il faut voir sur le plan général est-ce qu'il n'y a pas de cause. Parce que si la polyarthrite n'est pas prise en charge par un médecin de façon correcte, si on n'introduit pas les médicaments, la biothérapie, que la polyarthrite répond à ce traitement, on peut avoir ces lésions qui ne disparaissent pas. Quand on voit des lésions, mais dans des lésions périphériques, c'est le fameux terrien. En opérant la cataracte, il n'y a pas de précaution. À part la surveillance, je pense. La surveillance, c'est éviter au maximum les effets secondaires des conservateurs parce que ça aggrave encore les lésions. L'endocodil. L'endocodil, il faut l'éviter. Tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Moi, je ne les fais plus chez les patients opérés de cataracte pour la simple raison que j'ignore le statut général de mes patients. Et c'est une catastrophe de le mettre chez un porteur de polyarthrite rhumatoïde. C'est une catastrophe de le mettre. Moi, j'ai eu une perforation par AIDS. Mais c'est, Je suis agressé. ouais. C'est quelque chose. Et ensuite, il a perforé complètement. Le gain, je trouve que le gain qu'on a avec les AINS dans la chirurgie de cataracte et le risque qu'on prend n'est pas comparable. Donc, je ne prescris plus d'AINS ni avant ni après la chirurgie de cataracte. Oui. En bande, en face de la lésion. Parce que le principe, c'est de diminuer un peu la charge des cellules immunitaires qui sont en face de cette ulcère. Parce qu'on sait qu'à cet endroit-là, il y a un apport de cellules de façon très importante. Donc si on résèque, peut-être qu'on va diminuer cette charge immunitaire. Qu'en est-il de la greffe de membrane amniotique dans le traitement de l'ulcère? Oui, c'est décrit, ça rapporte, on l'a dit tout à l'heure, c'est que ça peut résoudre le problème dans certaines situations de pré-perforation ou même de perforation périphérique. C'est un moyen que si on en dispose, il faut l'utiliser, bien sûr. Première poussée unilatérale, tu fais un bilan, tu fais. Sujet âgé, sujet jeune, je fais le bilan. Ça dépend. J'ai un patient qui a 40 ans, chez qui on a fait tous les bilans. Je l'ai greffé 3 fois. À chaque fois, il perfore au même endroit. On a tout utilisé. Dès qu'on le met sous corticoïde, il est bien pendant 6 mois, 7 mois. Dès qu'on commence à diminuer, parce que l'interniste dit il n'y a rien, on commence à diminuer, il perfore au même endroit. Et c'est la 3e. Y compris si les immunosuppresseurs. Sous immunosuppresseur, oui. Dès qu'on commence à diminuer, et le bilan, on n'a rien trouvé. D'ailleurs, c'est un cas qu'on ne comprend pas. Et chaque fois, il perfore au même endroit et on ne voit pas qu'il soit. Est-ce que les immunosuppresseurs à vie, il faut lire chez des patients comme ça? Cyclosporine, oui. Oui. À vie. Oui. Restasis. Restasis. Ou cyclosporine si on peut la fabriquer à la pharmacie. اسمحني oui, bien sûr. Oui, exactement. C'est-à-dire on associe toujours le traitement local, c'est très important. Parce que l'efficacité du traitement local est supérieure à ce qui est apporté par la corticothérapie d'ordre général. J'ai une question qui peut être dans le même sens. C'est un cas que j'ai aujourd'hui. Je lui ai fait un cross-linking le samedi. Alors, j'ai placé la lentille, j'ai prescrit un traitement antibiotique. Il n'a pas mis le traitement antibiotique, il n'a rien fait. Les gens qui viennent de la campagne. Il est revenu aujourd'hui avec le pansement tout sale, avec des sécrétions. Et je vois un infiltrat périphérique. Alors, il a une conjonctivite allergique sévère, avec des nodules de 30 A et l'infiltrat l'indique. Et aujourd'hui, je vois un infiltrat au niveau de la cornée, on va dire à 1 mm de la cornée, et comme ça circule annulaire. Pas toute la cornée, mais on va dire une bonne partie en inférieur en gros.
j'ai enlevé la lentille, j'ai mis de la fluo, c'est fluo positif. Alors j'ai hésité, est-ce que c'est un abcès cornéen qui est en train de faire ou c'est inflammatoire puisqu'il y a un terrain d'allergie très sévère. Mettre les corticoïdes, alors j'ai grondé les enfants, la famille parce qu'ils n'ont pas mis l'antibiotique, mais bon, dans ma propre conviction, je ne savais pas est-ce qu'il fallait mettre des corticoïdes ou pas. Bon, je l'ai mis sous chimoxine horaire. Et je lui ai demandé de revenir demain, on va prendre des photos, je pense que je vais le mettre sur le groupe pour le discuter. Mais est-ce que c'est inflammatoire ou c'est infectieux? Le fait qu'il y ait des sécrétions. Ouais. Après le cross-linking. On a fait samedi, bon là, 2 jours plus tard. Oui, vous savez, a priori, il faut jouer la carte de l'infection parce que c'est ce qu'il faut faire. Et donc, tu es obligé, à mon sens, de faire un prélèvement et de commencer un traitement antibiotique et de voir. Avant l'antibiotique, voilà. parce que là, j'ai déjà démarré. Et voir un peu. Hein? Normalement, j'ai discuté avec Alain l'autre fois sur un malade comme ça. Apparemment, c'est exceptionnel d'avoir des infections sur. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est plutôt la carte inflammatoire. Oui, mais bon, surtout à 48 heures. 48 heures. Mais là, tu as 2 facteurs. Tu as le cross-liquide, tu as la lentille, et tu as l'asepsie qui n'est pas respectée chez la famille. Il n'a pas mis du tout de traitement, il n'a pas changé. Il a gardé son pansement, sa lentille, et juste Déjà l'infiltrat circulaire n'est pas en faveur. Il est circulaire, voilà, périphérique. C'est plutôt inflammatoire. Oui. Non, ça, je dis que tu joues la carte parce que l'attitude veut que tu élimines ce qui est infectieux. Tu as 24 heures pour commencer la corticothérapie. Si tu vois demain qu'il ne s'aggrave pas... Est-ce que demain je remets une lentille? Non. Pas de lentille. Je l'ai retiré, j'ai mis directement antibiothérapie horaire. C'est le cortisone. L'infiltration sur la partie où tu as laissé l'épithélium. Donc il y a l'épithélium qui est sain. La périphérie. Infiltré. Ah, exactement. Soit le cross-linking, il soit, disons, stérilise. C'est un effet Stérilisateur. C'est que la zone qui est fluo-positive, il n'y a pas d'infiltration. Il est sur la zone périphérique où il y a de l'épithélium. C'est la réaction inflammatoire a priori. Mais tu dois jouer la carte de l'infection. Est-ce que j'ai bien fait de ne pas mettre de corticoïdes aujourd'hui? Une association. Antibiotiques de jour et après. Demain, tu verras. Les 2 cas que j'ai eu, c'est spectaculaire après le corticoïde, il commence à s'exercer. Maintenant, c'est un enfant. Il a 14. 14. Parce qu'on se rappelle, l'enfant de cross-linking aussi, c'est la nécrose. Ce que j'ai présenté. On avait nécrose. C'est le cas d'une Cinquième. ascétique. C'est le même cas, 14 ans, kératocone de la campagne. Il est venu avec Monophthale. Monophthale. Une histoire malheureuse. Que j'avais envoyé le jour même. À l'époque, il n'y avait pas assez pour la pénicilline. Je l'avais envoyé à Joseph Colala. Il m'a dit j'en ai une dizaine comme ça. Ça m'a réconforté. Après, il avait de la chance, on l'avait cortisonné antibiotique. Il avait de la chance d'avoir la membrane amniotique. Grâce à toi. On lui a fait la membrane. On a fait la membrane sur toute. Il a bien évolué cet enfant. Ouais. Il a gardé une cicatrice, c'est-à-dire que maintenant c'est un kératocone stabilisé, c'est sûr, parce qu'on a tué une femme. Il n'y a plus de kératocone. C'est un bon candidat pour une greffe. Il a une belle cornée périphérique. C'est une histoire malheureuse. Et surtout l'enfant, il faut faire attention. Et là, c'est une autre question au sujet. Est-ce qu'il faut faire le cross-linking d'emblée chez les enfants? Tout un débat. C'est un débat. Si tu l'as fait, il faut pas il faut bien discuter, préparer. C'est pas un honneur. Chez l'enfant, c'est pas un honneur. Chez l'enfant, c'est pas un honneur. Faut pas Mais déjà, le si prendre pour un petit kératocone geste et évolutif. rassurer les patients. Qu'il assume avec. Le kératocone évolutif, donc cliniquement évolutif. Oui, c'est-à-dire que... C'est le débat. Je parle en général. Je Est-ce présente que réellement le cross-linking, il arrête
Il y a eu des études de... Ou bien est-ce que même si on n'a pas fait de prosthèse, ça peut arrêter? Ce qui est sûr, la main sûre est certaine. Monsieur demain. Ça, on est sûr. On est sûr d'une autre Comme chose. dit Ça, Jean c'est Gabin. sûr. C'est que le seul facteur qui a arrêté le kératocone, mais ça c'est certain, c'est l'âge. Le kératocone, il a une ménopause. Mais c'est tout. L'âge, il est certain. Le reste, c'est tout à fait. L'arrêt des frottements des yeux. Oui, La Suisse, il nous a plâtré. Ça devrait venir après nous a montré des images. Il plâtrait les enfants parfois, ils mettaient des plâtres. J'ai comme ça pour ne pas se gratter. Le temps, rien que je fasse le cross et tout ça. Parce que cross-link et mettre quand il y a un enfant qui se gratte. Quand c'est lorsqu'il y avait des éphémas à l'hôpital, il ne fallait pas qu'ils bougent. Donc, ce qu'on faisait aux enfants, ils ouvrent leur salon. Ils restent au lit. C'est là aussi la technique. Non, on est spécialiste. Sur un enfant turbulent, on est on remercie les laboratoires Théa qui ont permis l'organisation de cette soirée et on les remercie pour le cocktail dînatoire qu'ils vous offrent. Vous êtes tous invités au cocktail dînatoire. Voilà. Et je pense que la prochaine c'est à la Samir, je pense. On va se voir à la Samir.